Imaginez un peu la scène. Après la Seconde Guerre mondiale, un objectif complètement fou a émergé. Transformer un continent en ruine, déchiré par les conflits, en une véritable puissance économique unie. L'idée, elle était simple, mais franchement, révolutionnaire. Lier les nations par leurs intérêts économiques, le commerce, l'industrie, à tel point que la guerre deviendrait non seulement impensable, mais matériellement impossible. C'est le début d'une aventure économique qui n'a pas d'équivalent. Voilà la question centrale qui va nous guider. Comment ont-ils fait ? Et comme on va le voir, la réponse, ce n'est pas une seule action magique, mais toute une série d'étapes à la fois audacieuses et très calculées qui ont façonné l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà la stratégie choisie. Plutôt que de miser sur des alliances militaires, l'Europe a parié sur l'intégration économique. L'objectif, relever le niveau de vie, bien sûr, mais surtout garantir la paix. L'idée, c'était de booster les échanges pour que les économies deviennent totalement interdépendantes, inséparables. Pensez-y, si les pièces d'une voiture allemande sont faites en France et assemblées en Italie, plus personne n'a intérêt à se fâcher avec ses fournisseurs ou ses clients. Bon, alors, par où est-ce que tout ça a commencé ? Eh bien, les toutes premières briques de cette construction ont été posées sur les fondations même de l'industrie de la guerre, avec un but clair, la réconciliation. Allez, on plonge dans la chronologie. Tout démarre en 1951 avec la CECA. 6 pays, dont les anciens ennemis la France et l'Allemagne, décident de mettre en commun leur charbon et leur acier. Vous savez, les matières premières de la guerre. Le symbole est extrêmement fort. Ensuite, en 1957, le traité de Rome voit plus grand et étend cette idée à toute l'économie avec le projet d'un marché commun. Et là, étape décisive en 1968, l'union douanière. Ça veut dire quoi ? Fini les taxes aux frontières entre les pays membres et on adopte une politique commerciale unique face au reste du monde. Mais attention, l'union douanière, ce n'était qu'un début. L'étape suivante était encore plus ambitieuse. Créer un véritable espace économique sans aucune frontière à l'intérieur. Un marché réellement unique. Parce que oui, même sans taxes, il restait plein de barrières cachées, des normes techniques différentes par-ci, des réglementations par-là, bref, plein de choses qui freinaient encore le commerce. L'acte unique de 1986 a mis un grand coup d'accélérateur en fixant une date limite très claire pour faire sauter tous ces obstacles. Le but, un marché vraiment unifié. Et voici les piliers, le cœur du réacteur de ce grand marché, les fameuses 4 libertés. C'est grâce à ça qu'un étudiant espagnol peut aller à l'université en Allemagne, qu'une entreprise irlandaise peut vendre ses services au Portugal sans paperasse infernale, ou qu'un retraité belge peut s'installer dans le sud de la France et continuer à toucher sa pension sans problème. Ok, on a unifié le marché. L'étape suivante, la plus logique pour souder encore plus les économies, c'était quoi ? Unifier la monnaie. Et là, on entre dans l'étape peut-être la plus spectaculaire de toute cette construction. Le traité de Maastricht en 92, c'est un moment absolument charnière. C'est bien plus qu'un simple traité. C'est le plan de bataille détaillé qui a transformé l'idée d'une monnaie unique en un projet concret. C'est lui qui crée l'union économique et monétaire, le chemin tout tracé vers l'euro. L'euro, il n'est pas apparu comme ça, d'un coup de baguette magique. Ça a été un processus en 3 étapes très bien définies. D'abord, on s'assure que l'argent, les capitaux, peuvent bouger librement. Ensuite, on demande aux banques centrales de chaque pays de bosser ensemble, de se coordonner. Et enfin, le grand saut, on lance la monnaie unique et on crée une politique monétaire commune pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. C'est un immense compromis. D'un côté, les pays de la zone euro ont accepté de transférer leur pouvoir de créer la monnaie à une institution commune, la Banque Centrale Européenne, la BCE. C'est elle qui gère l'euro pour tous. De l'autre côté, chaque pays a gardé le contrôle sur ses propres impôts et ses dépenses publiques. C'est la souveraineté budgétaire. Mais, pour que le système tienne, ils se sont mis d'accord sur des règles communes pour éviter les gros déséquilibres, comme des limites sur les déficits. Ce graphique illustre bien ce déploiement progressif. L'euro est né en 1999, mais au début c'était une monnaie virtuelle, utilisée uniquement par les banques et sur les marchés financiers. Ce n'est qu'en 2002 qu'on a pu, nous les citoyens, avoir les pièces et les billets dans nos mains. Et depuis, la zone euro n'a cessé de s'agrandir pour compter aujourd'hui 20 membres. Maintenant, passons à une autre dimension de cette intégration. Le marché unique est tellement attractif qu'il s'étend au-delà des frontières de l'Union européenne grâce à un partenariat un peu spécial. Voici l'espace économique européen, ou le EEE. C'est un accord qui permet à 3 pays qui ne sont pas membres de l'Union, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, de participer quand même au marché unique. En gros, ils bénéficient des 4 libertés, mais sans faire partie du club politique de l'UE. Le point crucial, il est ici. Un pays de l'EEE comme la Norvège est dans le marché unique. Il a accès aux 4 libertés et il doit appliquer les règles européennes qui vont avec. Mais, et c'est la grande différence, il n'est pas dans l'union douanière. Concrètement, ça veut dire que la Norvège peut négocier ses propres accords commerciaux avec la Chine ou les États-Unis et fixer ses propres taxes douanières. Elle n'est pas non plus concernée par la politique agricole commune, par exemple. En échange de cet accès au marché, elle contribue financièrement au budget européen.
Ce projet économique, il n'a jamais été figé dans le marbre. Il évolue sans cesse, il fait face à de nouveaux défis, à des changements historiques, et on l'a vu de manière très spectaculaire récemment. Cette date, elle marque une vraie rupture. C'est la première fois dans toute l'histoire de cette construction que le processus d'intégration a connu un retour en arrière aussi significatif. On parle bien sûr du Brexit. Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l'union douanière. Du jour au lendemain, des barrières commerciales, des contrôles ont été réintroduits entre le Royaume-Uni et l'Union. C'est un événement qui a profondément redéfini les cartes économiques et politiques du continent. Et pendant que certains s'en vont, le projet, lui, continue d'avancer. Cette citation est très parlante. Elle montre que le concept de marché unique s'adapte à notre époque, avec l'idée de créer un marché unique du numérique. On parle même d'une 5e liberté pour la circulation des données. C'est un enjeu absolument crucial pour l'avenir. Quand on y pense, de la mise en commun du charbon et de l'acier pour empêcher la guerre, à la libre circulation des données pour stimuler l'innovation, le chemin parcouru est juste immense. Mais le projet n'est jamais terminé. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment cet immense marché va continuer à se transformer pour répondre aux défis du XXIe siècle, qu'ils soient géopolitiques, technologiques ou climatiques. L'histoire est loin d'être finie.